Bonjour tout le monde, mon nom est Imran Ahmad, je suis associé chez Norton Rose Canada et je suis accompagné de mon collègue Jérémy Wyatt, qui est basé dans notre bureau de Québec, fait partie de notre équipe de droit des technologies, mais également un des sujets qu'on va couvrir aujourd'hui de notre groupe de protection des renseignements personnels. Donc, bienvenue Jérémy. Bonjour Imran, merci pour l'opportunité. Ben, j'ai bien hâte à la conversation qu'on va avoir dans quelques instants. Tu vas nous entretenir à propos de certains développements à la Commission à l'accès à l'information, en particulier un guide qui va toucher sur l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée en ce qui a trait au transfert des données hors Québec. Donc, peut-être dans un premier temps, peux-tu nous dire dans quel cas est-ce qu'une EFVP est requise dans un cadre de transfert hors Québec? Oui, bien sûr, tout à fait. En fait, c'est des lignes directrices qu'on attendait depuis un bon moment avec l'entrée en vigueur de la loi 25, mais le FVP hors Québec va être requise avant, ça c'est une nuance importante à faire, ça doit être fait dès le début du projet, donc avant de communiquer des renseignements personnels à l'extérieur du Québec ou encore avant de confier à une personne ou à un organisme à l'extérieur du Québec la tâche de recueillir des renseignements personnels sur des gens au Québec. Donc, c'est vraiment dès qu'il y a une composante hors Québec qui est impliquée dans le traitement des renseignements personnels qu'une FVP va devoir être effectuée. Je comprends. Puis qu'est-ce qui doit être considéré lorsqu'on fait un EFPP, s'il te plaît? Peux-tu nous expliquer un peu les différents éléments à considérer? Oui, bien sûr. Ben, la loi et le guide qui ont été publiés proposent des critères non limitatifs de ce qu'on doit considérer. Donc, il peut y avoir autre chose, mais c'est certain que d'emblée, ce que le guide nous dit, c'est qu'on va devoir considérer notamment la sensibilité du renseignement. Donc, plus il est sensible, plus on doit se poser des questions. La finalité de son utilisation, encore là, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce renseignement-là? Pourquoi est-ce qu'on doit le transférer hors Québec? Les mesures de protection, incluant les mesures contractuelles dont le renseignement va bénéficier à l'extérieur. Donc, on peut également penser au cadre légal applicable dans l'autre juridiction. Et justement, ça fait le point avec le dernier item qui est mentionné expressément, c'est le régime juridique applicable dans l'État où le renseignement personnel va être communiqué, notamment à l'égard des principes de protection des renseignements personnels applicables dans cette juridiction. C'est intéressant, j'aimerais que tu puisses approfondir davantage si possible. Euh, Peux-tu nous expliquer c'est quoi exactement un principe de protection des renseignements personnels qui sont généralement connus? Parce que c'est un terme qu'on utilise, mais nécessairement pas très, très clair. Oui, bien sûr. Puis c'était un des gros points spécifiquement sur lesquels on attendait les lignes directrices de la CAI. Donc, elles sont vraiment la bienvenue pour l'industrie puis pour des questions qu'on reçoit, que plusieurs se posent depuis 2 ans maintenant. Il n'y a pas de définition claire des principes généralement reconnus, mais le guide nous mentionne qu'il s'agit de règles générales qui permettent d'assurer la protection des renseignements personnels ainsi que le respect des droits et des intérêts des personnes concernées. Donc, le guide présente plusieurs principes, mais en précisant quand même que ce n'est pas une liste exhaustive ou définitive, donc elle peut être appelée à évoluer. Mais dans les principes, on a notamment la responsabilité, donc la responsabilité des organisations à l'égard des renseignements personnels, la détermination des fins, s'assurer qu'on détermine les fins pour lesquelles les renseignements personnels sont recueillis avant la collecte, limitation de la collecte à ce qui est nécessaire, l'importance des règles de consentement, la protection des renseignements personnels dès la conception du projet, ainsi que par défaut. Donc, par défaut, donner le plus de protection aux renseignements personnels possible, ce qu'on connaît en anglais comme le privacy by design et le highest setting of privacy. On a aussi la limitation de l'utilisation, de la communication et de la conservation des renseignements personnels. Donc, c'est encore là de limiter ce qu'on fait avec. L'exactitude des renseignements personnels, s'assurer qu'on joue, qu'on traite des renseignements personnels qui sont à jour et exacts par rapport aux individus. Évidemment, la sécurité, qu'est-ce qu'une entreprise a comme obligation en matière d'assurer la sécurité des obligations. La transparence, donc fournir des détails sur comment on traite les renseignements personnels, un peu comme on voit avec les politiques de confidentialité maintenant. Les droits des personnes, donc des individus à l'égard de leurs propres renseignements personnels qui peuvent être détenus. Et finalement, les recours qui peuvent s'offrir à ces individus-là en cas de non-conformité ou s'ils ne sont pas nécessairement contents du traitement qui est fait de leurs renseignements personnels. Bon, bon, c'est très clair. Merci. Bon, tu l'as dit au début, les entreprises devraient effectuer un EFVP à l'avance, donc avant de faire un transfert de données. Disons que l'entreprise a fait cette démarche-là, a préparé ce document, cette analyse.
quelles sont les obligations après avoir effectué cette analyse-là? Est-ce qu'il y a des étapes ou des choses qu'ils devraient faire après coup? Oui, absolument. C'est pas fini, ça s'arrête pas simplement à réaliser le MVP. Il faut effectivement la mettre en place, pardon, la déployer. Donc ça se fait principalement, ça c'est prévu dans la loi, en mettant en place une entente écrite entre le tiers ou l'autre entité vers laquelle des renseignements personnels sont communiqués à l'extérieur du Québec et l'entreprise en question. Et cette entente-là doit vraiment tenir compte des résultats qui vont être mis de l'avant ou qui ressortent de l'EFVP. Au besoin, on peut inclure les modalités qui sont convenues dans le but d'atténuer les risques identifiés. Donc, c'est vraiment, on fait le FVP qui identifie les risques et ensuite, on met en place une entente qui va nous permettre de cerner ces risques et de s'assurer que les bonnes solutions sont prises et sont un petit peu contraignantes à l'autre partie pour les respecter. Et évidemment, comme peut-être dernier point, c'est important de garder en tête que le FVP, c'est une démarche évolutive. Donc, une entreprise doit garder en tête que si son traitement des renseignements personnels hors Québec change, s'il change de fournisseur, si les lois dans l'autre juridiction sont appelées à changer, etc., il peut être opportun de revoir le FVP et de la mettre à jour au besoin. Écoute, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Je pense qu'on peut passer beaucoup plus de temps pour discuter des différents points que tu as soulevés, mais ça a été très, très, très utile, Jérémy, le topo que tu nous as fourni. Et je pense qu'il y a beaucoup qui se passe à la CAI actuellement. Je sais que toi, Roxane, d'autres membres de notre équipe au Québec, vous êtes en train de suivre les développements de très près. Et donc, je suis sûr qu'on va te revenir pour d'autres mises à jour pour nos écouteurs. Et avec ça, je te remercie, puis on se reparle très bientôt. Merci beaucoup.